C'est ça? Ouais, c'est parti. On est live. Donc, Serge, je vais te laisser faire l'introduction. OK, ben, comme d'habitude, bienvenue à cette rencontre du groupe d'usagers. Je vois qu'il y a juste 8 personnes présentement, 10. On peut attendre peut-être quelques minutes. Il est 6 heures moins une. Donc, on va attendre quelques minutes. Il y a une dizaine de personnes. On avait au-delà de 40 personnes d'inscrits. Fait que bienvenue pour ceux qui sont là. Puis on va commencer d'environ 2-3 minutes ou quand on va atteindre, je dirais peut-être au moins 20 personnes, Nico. Sinon, si on n'atteint pas 20 personnes, on commencera. Si au bout de 2 minutes, il n'y a pas 20 personnes, ben on commencera quand même. Ouais, mais tu sais, on a 11. Bon, ok, comme tu veux. Comme tu veux. Ça peut être l'occasion de démarrer tranquillement. Puis, Ouais. Ben, il est 59, fait que mon heure à moi. C'est vrai que moi, je suis en Armstown, fait qu'avec le décalage entre Armstown et Montréal. C'est ça. C'est là où c'est dommage de ne pas avoir quand même la possibilité d'avoir, on va y arriver, au moins 2 vidéos. Est-ce que ça marche? On va faire un test. Non, perdu, c'est la présentation qu'il partage. On va faire un autre test. Maintenant, c'est toi à côté de la vidéo. C'est bien, ouais. Comme ça, voilà. Comme ça, au moins, tu peux dire bonjour à tout le monde et puis souhaiter la bienvenue. 12, il est 18 heures. On est des débutants hein, en termes de production. Hein. Il va falloir nous excuser. Donc, pour le nouveau qui vient d'arriver ou la nouvelle qui vient d'arriver, on a dit qu'on commencerait dans environ quelques minutes. On va laisser la chance aux participants inscrits d'arriver. C'est pas tout le monde qui est inscrit qui sont là encore. On sait qu'il y a probablement des gens qui sont inscrits et qui se présenteront pas, mais on veut quand même laisser la chance à tout le monde de pouvoir voir la présentation. Fait que, il est 6h01, fait qu'on va entendre encore une minute ou deux avant de officiellement commencer. Mais ça monte. Bienvenue. Ben oui, ça monte. Ça monte, vas-y, continue à parler, ça monte. Je me sens comme aux élections. Si la tendance se maintient, nous allons atteindre. Non, tu sais quoi? Il y a un truc qui me fait vraiment rire ici, c'est mais c'est au Québec et puis enfin au Canada et aux États-Unis, puis en France, on commence à faire la même chose, c'est que derrière la personne qui parle, qui est derrière un pupitre en général, tu as souvent 2 personnes qui ne bougent pas. Elles servent à rien en fait. Et en règle générale, elles font la gueule. C'est assez spécial quand même. Et tu peux pas ressembler à quelqu'un qui fait les élections parce qu'il te manque ces 2 personnes-là derrière toi. Comme 2 croque-morts un peu. Je demanderai à mes fils, pour la prochaine fois de s'installer derrière moi. Bonne idée. Bon, ben, il est 6h02, fait que on va commencer officiellement. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai déjà souhaité la bienvenue à ceux qui étaient là à 6h moins une. Je vous souhaite officiellement la bienvenue et merci d'être là pour cette rencontre du groupe d'usagers SharePoint Québec et du maintenant le nouveau groupe d'usagers Microsoft 365 de Montréal. Je vois pas vraiment ta présentation. Moi, j'ai rien préparé, en fait. C'est notre ami Nicolas qui a tout préparé. C'est un moi, agenda. je suis juste là pour vous souhaiter la bienvenue, pour dire merci d'être là. On va essayer j'espère que c'est pas trop compliqué chez vous, puis que la famille elle va bien avec le coronavirus, qu'il n'y a personne qui est trop affecté, mis à part travailler de la maison ou peut-être même pas travailler, ce qui serait encore pire. Donc, merci d'être là. On va essayer de faire des sessions tous les mois de cette façon-là. Vous nous donnerez vos feedbacks. On va vous envoyer à la fin de la session un lien pour faire une évaluation aussi de la session du côté technique et de la session pour évaluer notre ami Benjamin qui va nous présenter la migration des sites classiques aux sites modernes.
Alors, merci beaucoup et je passe le micro à notre ami Nicolas qui va vous parler un peu des nouveautés, j'imagine, ou de quelques petites choses. Alors, c'est Ben, à toi, Nico. on va faire comme d'habitude, hein, Serge. On va trinquer tous les deux, puis on va avancer tranquillement. Non, l'idée c'était, j'avais juste fait comme un petit agenda, puis l'idée c'est de faire super court pour laisser la parole le plus possible à Benjamin. On a la chance d'avoir Ben et le contenu en plus est particulièrement intéressant en ce moment. Dans l'agenda, il y avait juste bon. Il y a une situation qu'on connaît tous maintenant, et puis on avait planifié un événement qui était le SharePoint Saturday. On voulait juste revenir peut-être un petit peu sur vous donner par rapport à ça un petit statut. Serge, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais pour l'instant, on est actuellement à se demander encore quel format on va donner à cet événement-là. Oui, ben on se demande, est-ce qu'on fait un événement live en mai ou est-ce qu'on repousse pour attendre à l'automne? Tout le monde, il y en a beaucoup qui semblent repousser les conférences à l'automne, fait que ça risque d'être un automne assez chargé. Si toutes les conférences sont repoussées à l'automne et que ça se fait des conférences en personne, ça risque d'être compliqué d'avoir des conférenciers aussi. Fait que je pense qu'on va laisser le temps aller encore un peu. On n'est pas stressé, on n'a pas d'autres dépenses, donc on va attendre. Dans le pire, on va peut-être organiser plus de sessions dans une semaine ou en soirée. On ne sait pas encore, on va se rencontrer. Là, laissons un autre mois et ensuite, on pourra prendre des décisions. Là. Mais vous pouvez nous faire, dans l'évaluation aussi, il va y avoir de la place pour les commentaires. Fait que si vous avez des idées pour comment tenir le SharePoint Saturday ou quand le tenir, ben, vous pouvez nous faire des suggestions aussi. Excellente idée. Et puis il y avait un petit point aussi par rapport aux événements qui s'en viennent chez Microsoft, où vous avez probablement suivi l'actualité. Microsoft qui annonce que ces événements sur 2020 seront tous live. Donc je pense qu'il prépare le pire, peut-être pour au moins bien amorcer 2021, peut-être, mais il semblerait pour l'instant qu'ils s'attendent un peu au pire. Ensuite, je voulais juste revenir un petit point sur les nouveautés. Est-ce que tu as vu dans les nouveautés Office 365 quelque chose de particulièrement intéressant, Serge? Je travaille tellement ces temps-ci que j'ai même pas eu le temps de rien regarder. C'est pour ça que je t'ai demandé de prendre la relève pour ce mois-ci parce que je suis pas à jour dans les 2-3 dernières semaines. J'ai fait aucune veille. Donc, du côté Teams, parce que on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, mais en tous les cas, la situation fait que Teams se retrouve sous le feu de l'actualité. C'est un agent du changement fantastique et il y a quelques changements qui sont annoncés pour d'ici fin avril, avec une nouvelle page, par exemple, sur quand vous rejoignez une réunion, les liens sont un peu plus clairs, l'écran est un peu plus simple. L'écran de première connexion va changer aussi, l'écran sur lequel vous arrivez qui vous dit que vous pouvez télécharger le client Windows ou alors le client web. Cet écran, cette interface-là, elle va un peu évoluer. Il y a quelques nouveautés qui s'en viennent comme les fonds d'écran que vous pourrez ajouter, les fonds, le background en fait, plutôt que d'avoir un écran flouté, vous pourrez ajouter votre propre fond d'écran. On en a vu quelques-uns partagés sur le web qui sont même plutôt cool. Il y a Mathieu Mézil, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un MVP français, il avait mis carrément la cabine du Millennium Falcon en arrière-plan, qui était assez génial. On avait l'impression qu'il était le pilote du Faucon Millennial. C'était assez le fun. Donc, ce genre de choses qui arrivent sur Teams. Sur SharePoint, il y a quand même la livraison de la partie multilingue qui est quand même intéressante. On vous en avait déjà parlé, mais ça devrait arriver normalement dans les prochains moments, en tous les cas, je ne sais pas, prochaine semaine ou prochain mois, je ne sais pas vraiment comment dire ça. Peut-être que Benjamin pourra nous en parler dans quelques minutes. Dans la partie Power Platform, vous l'aurez probablement suivi, c'est que il y a deux vagues de livraison par an. Le Update 2020 Wave 1 qui est livré en avril, donc normalement, l'ouverture se fait en février, où ils commencent à livrer les nouveautés. Les nouveautés ont été livrées sur leur page web. Vous pouvez y accéder dès maintenant. Je pense que Luc, dans son user group, va aussi pas mal en parler.
Quelques nouveautés sympas du côté de Power Apps. Et puis Flow, j'ai pas trop suivi. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé sur tout ce qui était automatisation sur le poste de travail, qui c'est pas mal pas mal prévu en livraison ce mois-ci. Mais donc l'update 2020 Wave 1, il commence normalement à pouvoir être appliqué en avril sur les tenants, sur vos environnements Power Platform, et vous avez jusqu'à septembre pour les appliquer, septembre-octobre il me semble. Donc regardez ça si vous avez du Power Platform. Il y a un update je trouve, qui était intéressant parce qu'à la SAQ, on avait ce besoin-là quand on essayait de travailler avec eux sur cette partie Power Apps. C'est la possibilité d'imprimer une page directement dans l'application Power Apps, entre autres. Puis une couple d'autres choses assez intéressantes. Beaucoup d'annonces aussi sur le portal. Microsoft travaille très fort sur la partie Power Portals, là, qui s'appelle pas encore comme ça, mais on peut présumer que tôt ou tard, ça finira par s'appeler Power Portals quelque part. Avec la possibilité dans les portails 365 aujourd'hui, il y a un nouveau widget qui est arrivé qui permet d'intégrer directement les rapports Power BI. Super intéressant pour pouvoir faire de la publication sur un site web public ou semi-privé, en mode extranet. Voilà, pas mal de choses sur cette partie-là. En nouveauté, est-ce que tu vois autre chose, Serge? Comme je t'ai dit, les 2-3 dernières semaines, là, je suis tellement dans le jeu que j'ai rien fait. Je peux peut-être, j'avais déjà parlé dans une des sessions sur la migration de Stream, les datas de Stream qui sont aux États-Unis pour les vieux tenants. J'ai finalement réussi à faire la migration, fait que j'ai toutes les procédures. Je vais compléter l'article que j'avais fait sur comment migrer les datas, migrer le stockage des datas des États-Unis vers le Canada pour Microsoft Stream. Là. Fait que je vais vous partager ça. Peut-être même la prochaine session, je pourrais peut-être prendre 15-20 minutes pour vous présenter cette portion-là. J'ai réussi à l'avoir cette semaine. Là. Mon stream est maintenant au Canada, avant il était aux États-Unis. Okay. Excellent. Bon, mais donc, je pense que moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, je pense que je vais laisser la parole directement à Benjamin. Est-ce que tu peux partager ton écran, Benjamin? Mais absolument. Et boy. Voilà. Donc, bonjour déjà, pardon. Bonjour. Bonjour. Et avant de commencer, je pense que j'ai vu une petite question sur les nouveautés. Il paraît qu'il y aurait aussi un changement de plan. Juste une minute, Benjamin, parce que c'est moi qu'on voit présentement. Oh, pas de souci. Voilà, maintenant c'est Benjamin qu'on devrait voir. Voilà. J'ai même mis une chemise pour l'occasion. T'es pas en pyjama, t'es pas en bobette. Non, je vous épargne. Donc, bienvenue, mais je pense que justement, avant de commencer, il y avait une petite question sur les nouveautés. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu plus, là, mais par rapport aux les changements de plan, je pense qu'il y a des questions là-dessus. Est-ce que c'est Office 365 qui a changé en Microsoft 365? Est-ce que ça impacte le licensing, etc.? Oui, effectivement, il y a un changement de nom, mais bon, on n'est pas surpris, hein, on s'y attendait déjà depuis un petit moment. Sur le licensing, ce qui va se passer, c'est que, vous me direz si je me trompe, mais ce que j'ai lu, c'est que Microsoft allait automatiquement faire la migration des packages, des license packs Office 365 vers Microsoft 365 E3, E5, F1, enfin tous ces packages-là. La question qui reste encore en suspens, c'est jusqu'à maintenant, on avait donc Office 365 plus EMS, mettons, donc avec Azure ADP1 ou des AIP, ATP, enfin toute cette partie-là. Le but de la migration vers Microsoft 365, c'est justement d'intégrer Intune et toutes ces licences additionnelles là, en plus des licences Office. Donc probablement qu'il y aura un travail qui sera fait sur ces licences-là, mais pour l'instant, j'avoue pas avoir trop de détails là-dessus. Oui, de ce que j'ai vu, honnêtement, c'est beaucoup le changement côté consumer, si on veut. Donc, si on avait un Office Home, par exemple, tout est maintenant juste Microsoft 365. Et puis oui, il y a certains changements de license ou de licence côté business.
Par contre, si on avait un Office 365 E3, ça reste Office 365 E3 et ça n'a pas nécessairement fait le switch au complet. Donc, il y a certaines nuances. De toute façon, quand on parle de Microsoft et de licensing, je vous recommande d'aller chercher quelqu'un qui a son diplôme là-dessus parce que c'est souvent pas mal de questions qui se posent à droite et à gauche. Surtout lorsqu'on se lance avec toutes les extra licences qui existent de tous ces côtés. Donc, je vais commencer quand même avec la migration en fait, classique à moderne, parce que c'est pas juste une migration, ça peut être dans l'environnement où vous êtes. C'est pour moi devenu, avec le temps, puis avec les centaines qu'on voit de ce scénario, c'est un mot qui, pour moi, ne veut plus dire la migration de SharePoint toute seule. C'est vraiment le changement de la façon dont on travaillait avant vers la nouvelle façon de travailler que Microsoft. Je parle pas les nouvelles façons de travailler je parle vraiment juste le concept, comment est-ce que fonctionne SharePoint ou la collaboration dans le passé et quel est le chemin, quelle est la nouvelle méthode et comment est-ce qu'on s'y rend. Ça peut être une migration directe, que vous soyez on-prem et vous décidez d'aller vers Office 365 et en même temps passer de classique à moderne. Mais ça peut être tout simplement que vous êtes déjà dans Office 365 et vous voulez faire ce changement-là. Donc, je vais passer à travers un petit peu le tout. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Benjamin Yolin. Je travaille dans une compagnie ici à Montréal qui s'appelle ShareGate, GSoft, mais vraiment ShareGate ici à Montréal plus spécifiquement. Et je pense que vous voulez même pas en savoir plus sur moi. Ça m'étonnerait. Vous voulez savoir comment fonctionne classique à moderne. N'oubliez pas, on est en remote en ce moment. Donc, c'est l'opportunité, comme certains le disent. Si vous voulez aller chercher un verre et qu'on prenne ça relax, allez-y. Moi, je peux pas. Je veux être sûr de bien partager les bonnes informations, mais n'hésitez pas de vous mettre à l'aise pendant cette présentation et à poser les questions que vous voulez. Nicolas va m'aider avec les questions ou on regardera à la fin ensemble. Il n'y a aucun stress. On prend ça vraiment tranquille. Je veux parler avec vous de migration. Et voici un petit peu, mettons qu'on s'appelle Georges. Quelle est les chemins qu'on prend? On regarde, on se dit, oui, OK, l'organisation veut passer à Office 365. Puis aujourd'hui, je pense qu'elle veut encore plus y aller et le plus rapidement. Donc, la situation change, c'est sûr, par organisation et circonstancielle aussi à ce qui se passe dans le monde. Donc, on prépare une migration. Souvent, on va regarder notre on-prem, on va regarder qu'est-ce qui pourrait être migré, qu'est-ce qui ne devrait pas être migré, mais généralement, la plupart du temps, ce que je remarque, et ce n'est pas bon ou pas bon, c'est que tout simplement, on n'a pas le temps de se poser 3000 questions. Et généralement, ce qu'on remarque en grande majorité du temps, je ne parle pas si vous avez des consultants ou vous avez pris le temps de vraiment regarder qu'est-ce que vous allez migrer, comment vous l'allez migrer, mais en général, ce que je vois, c'est tout simplement, il faut qu'on soit migré par telle date. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre tout ce qu'on a. Peut-être on va enlever 2-3 trucs, puis on va l'amener directement dans Office 365. On va pouvoir sonner la cloche pour dire qu'on est cloud first et on passe à autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe généralement, c'est qu'on migre justement SharePoint comme il était. Donc, en mode classique, puis je vais parler de ce mot-là, parce que ça ne veut pas dire que tout le monde est à l'aise avec ce que ça veut dire. Mais on passait de file share, de partage de fichiers, le lecteur P, le lecteur G, le lecteur U, puis on a tout amené ça vers SharePoint dans Office 365, ou vous venez de SharePoint on-prem. Puis là, vous avez votre SharePoint comme il était en 2013 ou version 2010, et vous voulez l'amener dans les nouvelles méthodes de SharePoint qui existent. Ce qui se passe, c'est qu'on est un peu bloqué quand on passe à travers ces étapes-là, parce qu'on migre, mais finalement, on reste un peu comme on était avant d'avoir fait notre migration. Et souvent, on perd même un petit peu le contrôle parce qu'il y a beaucoup plus dans Office 365. J'espère que ça va toujours. Généralement, ce que je vois, c'est OK, j'ai déménagé, j'ai migré vers Office 365 et mon organisation, elle bénéficie pas des nouvelles méthodes de travail que le cloud nous donne. Généralement, ça a été la promesse. On nous a dit, allez dans le cloud, vous allez avoir toutes ces belles méthodes de travail. On vous parle de Teams, on vous parle de SharePoint, on vous parle des intranets, travailler offline, travailler en même temps dans le même document. Mais tout ça n'est pas arrivé immédiatement à vos portes si vous venez d'un SharePoint, exemple qui est on-prem.
Et j'ai demandé, je vous enverrai les liens, mais j'ai demandé, OK, mais une fois que vous avez migré vers Office 365, ou 365, pardon, quelle est votre prochaine grande initiative? Quel est le prochain projet? Et systématiquement, que ça soit à travers nos sondages à l'interne avec nos clients ou que ça soit sur Twitter, comme vous voyez ici, que ce soit sur LinkedIn, ce qui revenait sans cesse, c'est que, en fait, il y a une deuxième migration. Et là, vous pouvez la choisir quand vous voulez. Vous pouvez la faire plus tard. Vous pouvez la faire au début, avant de migrer, mais il y a une deuxième étape. Et cette étape, c'est en fait la migration ou la modernisation de l'intranet. Encore, je ne parle pas juste de SharePoint, mais je parle vraiment de son ensemble. On va parler de Teams, on va parler d'Office 365, les groupes. On va parler de beaucoup de choses, mais essentiellement, c'est de passer de classique à moderne, de parler des hub sites, de parler Benjamin? des home sites. Excuse-moi, Benjamin, on ne voit pas tes slides. Tout ce temps-là, vous ne voyez pas mes slides? Non. On va valider quelque chose. Donc, là, vous voyez mon navigateur web, quelque chose? Non, on voit toi. Yeah, boy. On va repaiser. Ah, ben ouais, ça a arrêté de share. OK. Et voilà, c'est bon. Bon, On va parfait. les avoir dans une seconde. Et bon, voilà. On recommence à la première slide. Bonjour. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais juste confirmer une dernière fois, s'il vous plaît, Nicolas ou Serge, vous voyez une slide en ce moment qui dit George's Journey Today. Yep. Parfait. Donc, c'est retour rapide. Désolé, j'étais sûr que je l'avais fait. Je voudrais que je regarde les petites lumières rouges autour. Ça doit être un bon indicateur. Mais en fait, on a justement cette journey. On arrive, on veut bénéficier des nouvelles façons de travailler. Et là, on arrive, selon les sondages, souvent, ce qu'on voit, c'est la deuxième grande migration. En joke à l'interne, on était rendu à the second great migration, la deuxième grande migration, parce que systématiquement, les gens utilisaient ShareGate dans notre cas, mais peu importe ce qu'on utilise pour migrer vers Office 365. Et après, ce qu'on voyait, c'est une deuxième grande montée de migration, parce que là, il fallait restructurer l'environnement au complet pour pouvoir adopter moderne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va rentrer là-dedans, mais je tiens à vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Il y a énormément de demandes et de questions autour de comment migrer de classique à moderne, comment convertir de classique à moderne, comment amener mes calendriers de classique. Il y a plein de questions autour de tout ça. Vous n'êtes pas les seuls et malheureusement, il n'y aura pas des réponses à tout. Il va falloir vivre avec certaines choses. Et avant tout ça, je voudrais clarifier certaines choses. Qu'est-ce qui est SharePoint? Qu'est-ce qui est SharePoint? Ne vous inquiétez pas, je vais sauter cette question. Mais cette question-là, elle revient quand même souvent. Ça a l'air bête parfois, mais c'est très valide de se questionner sur c'est quoi classique, c'est quoi moderne quand on dit qu'on va faire une migration de classique à moderne et qu'on parle de SharePoint ou qu'on parle de notre environnement en général, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est très simple. En fait, je vais vous raconter une petite histoire. On va retourner un petit peu dans le passé, mais pendant des années, surtout, je vous dirais à partir de SharePoint 2010, jusqu'à SharePoint même 2019, mais on va épargner les détails. En SharePoint 2010, on a eu un certain SharePoint. En 2013, on a vu une mise à jour du serveur, d'une nouvelle version, mais il ressemblait quand même beaucoup à SharePoint 2010. Bon, on a changé le bouton action de site de droite à gauche, de gauche à droite. Et après, SharePoint 2016 est sorti, puis on a dit, OK, ça ressemble encore une fois étrangement beaucoup. Alors, où est l'innovation? Qu'est-ce qui se passe? Microsoft est allé retrouver, en fait, la personne qui avait fondé SharePoint, encore, je vous épargne des détails, qui est Jeff Teper, pour le ramener au sein de l'équipe SharePoint, en fait Office, et de vraiment reprendre tout ça en main. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tracé un cercle autour de SharePoint 2010, 2013. En fait, c'est pas les versions en tant que telles, étant donné que le fonctionnement et le core de SharePoint étaient très similaires. Ils ont tout simplement pris tous les anciens, entre guillemets, SharePoint, ils ont tracé une ligne autour, puis ils ont dit, on n'y touche plus, et ça va s'appeler classique. C'est en fait l'ensemble des anciennes versions de SharePoint. Mais ça ne veut pas dire on-prem ou dans le cloud. Je peux être dans le cloud
avec une version SharePoint classique. Je peux être sur Office 365. La preuve, je vais ouvrir mon navigateur ici en ce moment. Je suis dans Office 365. On peut le voir par l'URL ici, sharepoint.com. Et je suis dans un site SharePoint classique en ce moment. Donc, c'est vraiment très, très, très différent. Ce n'est pas on-prem ou en ligne. C'est l'ensemble des anciens SharePoint. C'est comme si vous avez une chambre. Et la chambre, pendant des années, ben, on a à peu près la même tapisserie, on a la même TV dans le coin. Peut-être qu'on a changé un tout petit peu, on a upgradé les antennes, mais ça reste que c'est la même TV. On a les mêmes tables et les mêmes chaises. Puis, avec la même chambre, que ça soit on-prem ou online, qui est votre site, en fait, la chambre, c'est votre site SharePoint dans ce cas-ci, ben, on peut la basculer de classique à moderne. Donc, on peut rester où est-ce qu'on est, puis pendant que vous êtes parti, vous allez quitter la chambre. Quand vous revenez, quelqu'un a fait complètement un makeover. Maintenant, vous avez plus de tapisserie, c'est les murs peinture, une TV 60, je sais pas combien de pouces, flat screen. Donc, tout a changé et tous les fonctionnements sont même complètement différents. Donc, passer de classique à moderne, la première chose à comprendre, c'est où est-ce que vous voyez classique et quand est-ce que c'est classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à dire mon site, il est classique ou mon site, il est moderne. Alors que ce n'est pas entièrement vrai. Il va falloir comprendre. Ça va toujours, by the way, j'espère. Good. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que classique, ce sont les éléments dans un site qui peuvent être classiques comme ils peuvent être modernes dans le même site. Ils peuvent vivre ensemble les deux. Je peux avoir une bibliothèque de documents qui est classique et une autre liste qui est moderne, ou plutôt une bibliothèque de documents qui a passé à moderne. Puis quand je passe dans une page SharePoint Wiki du même site, je retourne à classique. Donc, c'est vraiment juste l'expérience. Allez plutôt au fait, classique SharePoint, c'est tout simplement l'expérience qui est la même depuis essentiellement 2010-2013. C'est ce que vous voyez devant l'écran qui est ma présentation en ce moment. Et la méthode où on peut rapidement savoir si vous êtes sur classique ou moderne, si vous vous demandez, c'est si vous voyez un ruban en haut, un peu comme quand vous aviez Word 2010 ou si vous avez Word 2010 dans ce cas-ci. Donc, lorsque je suis dans un site classique, je peux rapidement savoir que je suis dans un site classique parce que j'ai un ruban ici. Il y a plein d'autres méthodes de savoir que vous êtes dans un site classique, mais je trouve que c'est la méthode la plus rapide. Quand vous êtes dans une bibliothèque de documents, donc si je vais dans la bibliothèque de documents, vous voyez, en ce moment, la bibliothèque du document du site, elle est en moderne. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc, il n'y a pas de concept de mon site est classique ou mon site est moderne. À part si on est 100% convaincu que 100% de l'expérience du site est maintenant moderne ou est classique. J'espère que je ne vous mêle pas avec tout ça. Il y a beaucoup de détails dans ces expériences-là. C'est que ce n'est pas juste « Ah, je vais passer de classique à moderne, on va faire ça ce week-end ». C'est beaucoup plus large. Donc, bien sûr, quand on parle de classique, il faut aussi expliquer quel est moderne. Donc, moderne est, à partir de maintenant, on va faire une nouvelle version, un nouveau produit, en fait, il faut presque le voir de cette façon-là, qui utilise les mêmes concepts que SharePoint. Donc, liste, bibliothèque et des pages pour montrer ce qu'il y a dans les listes et les bibliothèques ou pour partager de l'information. Un site, en fait. Moderne est une refonte, surtout en front-end, donc surtout en ce qui se passe sur l'expérience web, de SharePoint au complet. Mais vu qu'on est sur le web aujourd'hui, une refonte en mode web change complètement les expériences et les features qui pourraient être disponibles. Donc, SharePoint moderne ou moderne SharePoint, vous allez pouvoir voir que, par exemple, c'est responsive par défaut, le look est très différent. Vous avez ce qu'on appelle le command bar, la barre de commande qui est vraiment au milieu, ici en gris, qui est le point de départ pour tout ce qu'il faut. Bon, ça, c'est la base. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est très important pour moi de déjà partir, de comprendre quand est-ce que c'est classique et quand est-ce que c'est moderne et que ça n'a rien à voir avec vous êtes sur Office 365 ou vous êtes sur on-prem. Sur on-prem, vous pouvez avoir du moderne. Sur on-prem, vous pouvez avoir du classique et vice-versa. Même chose, en fait, sur Office 365. Ce que vous allez voir dans classique, ben, c'est les éléments qu'on parlait, le ruban, en fait, des fonctionnalités qui souvent n'existent plus dans la version moderne.
Et dépendamment, il y en a certaines qui sont arrivées dans Modern. Ça dépend vraiment des expériences, comme le feed RSS qu'ils ont amené dans certains éléments du Modern, mais généralement une bonne partie qui reste là où c'était. Ce qu'il faut comprendre, en fait, OK, on repart du début. On veut passer de classique à moderne, on comprend c'est quoi classique. On a vu l'expérience, une version de SharePoint qui n'a pas évolué. Bon, c'est méchant de dire que ça n'a pas évolué, qui n'a pas grandement évolué depuis certaines années, qui est la version classique. On passe à moderne. Je vous disais que le site au complet, on ne peut pas vraiment dire le site est classique ou le site est moderne. Ça, c'est pour les conversations rapides. Ce qu'il faut regarder, c'est les éléments à travers un site, lesquels sont classiques et lesquels sont modernes et comment est-ce qu'on peut les faire basculer. Si je regarde une bibliothèque de documents ou une liste, qu'est-ce qui va faire que la liste elle reste en mode classique? Il y a des choses encore qui ont changé depuis le temps, mais il y a des trucs. Quand vous allez arriver dans votre bibliothèque, vous avez demandé à votre site SharePoint de rester en mode moderne, par exemple. Vous allez voir, il y a des options, que ce soit au niveau du tenant au complet ou par site, de pouvoir dire « je veux en moderne ». Puis quand vous allez naviguer votre liste ou votre bibliothèque de documents, bien malheureusement, elle va rester en mode classique. Ce qui se passe, c'est que SharePoint identifie les jobs qu'il a à faire pour vous montrer l'information que vous avez besoin. Et s'il voit qu'il n'a pas l'équivalent en moderne, ben, tout simplement, il va repasser en mode classique juste pour vous montrer l'élément que vous avez demandé. Donc, si vous allez dans une bibliothèque de documents et la bibliothèque de documents, elle a plusieurs web parts dans la page de cette vue-là, ça va switcher en classique au lieu de rester en moderne. Si vous voulez changer les vues, dépendamment de quel folder ou quel répertoire vous êtes, bien, au dossier, pardon, pas souvent je les fais en français ces présentations, ben, ça va automatiquement se remettre en mode classique. Donc, il y a certains éléments comme ça qui ne sont pas encore ou qui n'existent pas encore en mode moderne. Et c'est vraiment là où vous allez pouvoir définir où vous les désactivez. Ça, c'est une option. Je désactive cette navigation de Per Location Views ou la navigation Publishing, etc. Si vous la désactivez, vous l'enlevez, vous êtes capable de l'enlever, ben, ça va switcher en mode moderne et vous allez pouvoir bénéficier des nouvelles façons de travailler dans SharePoint, mais tout en restant dans le même site, ou vous acceptez que pour l'instant, ça va rester classique. Ces éléments individuels-là. Il y en a bien sûr pas mal. Il y a les types de colonnes qui n'existent pas tout simplement en version moderne. Donc, ils vont faire en sorte que ça switch automatiquement vers le classique. Des fonctionnalités aussi, si vous avez le Content Organizer d'activer, je pense pas que vous l'avez d'activer. Il se peut que vous l'avez activé, mais en fait, ce qui se passait, c'est on pouvait faire en sorte qu'il y avait une bibliothèque de documents où on droppait des documents, on les met dans cette bibliothèque et dépendamment de règles, le document serait envoyé en fait à la bonne place. Content Organizer, donc organiser le contenu. Ça, encore une fois, si vous utilisez la fonctionnalité, ben, on retourne en classique pour ces fonctionnalités-là, elles ne sont pas disponibles en moderne. Et il y en a pas mal. Si je retourne dans aussi les personnalisations, en fait, c'est là où vous allez avoir le plus de difficultés, entre guillemets. C'est qu'avec l'investissement qu'on a fait dans le passé dans SharePoint, surtout dans les sites classiques, parce qu'on a essayé de les faire fonctionner pour ce qu'on avait besoin. Puis, plus on a de temps, plus on a fait des choses. Vous inquiétez pas, on a vu de tout. Et souvent, c'est nous-mêmes qui les avons proposés dans le passé. Mais tout simplement, il y a certaines templates de listes qui ne sont tout simplement pas supportées ou qui sont différentes. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils sont différents. Ce n'est pas la même template, ce n'est pas exactement la même solution. On parlait de liste d'annonces, mais maintenant, on va parler plus de Team News. Mais c'est une fonctionnalité complètement différente, celle-là. Donc, ça se migre pas, donc là, ça reste en mode classique. Toutes les personnalisations que vous avez faites avec InfoPath pour personnaliser les formulaires, mais toutes ces personnalisations-là qui ont été faites pour la liste ou la bibliothèque font en sorte qu'on reste en classique aussi. Feature de publication, le publishing, en fait, ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Les questions qu'on va voir plus tard souvent reviennent à OK pour les sites d'équipe, merci Ben, c'était pas si compliqué que ça, mais tous mes sites d'intranet, mes sites de communication, mes sites de publication, en fait. Et ça,
Vous allez voir, il n'y a pas de solution facile. En fait, il n'y a pas vraiment de solution à part, on va vous parler de certains outils qui existent de Microsoft, mais ce n'est pas, sans problématique non plus. Donc, toutes les personnalisations, les custom actions, les personnalisations XSL, c'est ce qui va vous donner le plus de troubles en passant de classique à moderne ou qui ne vous laissera pas passer à moderne. Les listes modernes, je pense que vous les avez vues de multitudes de fois, donc je n'expliquerai pas exactement, mais on parle de complètement nouvelle expérience de création. De classique à moderne, c'est le search aussi, que vous allez perdre beaucoup de flexibilité et de contrôle. Bon, il y a eu plein d'annonces qui ont été faites, il y a du chemin qui a été fait également, mais il faut s'attendre à avoir une certaine perte de contrôle côté search. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez perdre des fonctionnalités. Ça dépend de l'organisation. Est-ce que vous avez mis du travail et de l'investissement sur un portail de search en classique? C'est-à-dire que vous avez modifié les result types, vous avez créé des nouvelles sources de résultats, vous avez fait des display templates, donc des templates de display, pour modifier l'apparence de chaque résultat. Si vous avez énormément investi dans le search, il est possible qu'on vous recommande pour l'instant de rester tout simplement avec un portail de search classique, mais de migrer le reste de votre SharePoint et votre environnement en moderne. Ça n'a pas besoin d'être essentiellement ensemble. Par contre, vous allez avoir du travail pour faire rediriger en fait la recherche vers ce portail de search. C'est-à-dire, ça va être un travail plus manuel. Il y a des solutions qui arrivent, mais ça va être un travail plus manuel d'envoyer les gens vers votre portail de recherche centralisée, personnalisée, classique, parce que la recherche moderne, elle est comme intégrée un petit peu à l'expérience modern SharePoint pour l'instant et pour certains TANIM. Donc, l'expérience est un petit peu, plus difficile à personnaliser, surtout au niveau que vous l'aviez avant. Bon, on sait, c'est responsive par défaut, on l'a vu plusieurs fois, je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans SharePoint, de passer de classique à moderne, c'est tout simplement de changer les outils, en fait, qu'on utilise. SharePoint Designer, InfoPath, les workflows SharePoint, les solutions sandbox, les custom actions qu'on aurait fait avec du code, ce sont des choses qu'on commence à éviter ou qu'on n'utilise plus du tout. SharePoint Designer, transparence, je l'utilise surtout quand je dois faire des formations ou lorsqu'on explique certaines choses pour, encore là, surtout accéder au workflow SharePoint. Pourquoi je parle de ça? Donc, dans l'aspect moderne de SharePoint, ce qui se passe, c'est que Microsoft veut que SharePoint soit le content service, le service de contenu pour vous, en tant qu'individu, en tant qu'équipe, mais aussi pour les autres outils de collaboration qui existent dans Office 365. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est le service de contenu pour Microsoft Teams. Quand vous déposez des fichiers pendant que vous faisiez un chat avec vos collègues dans Teams, ça va dans le service de contenu qui est associé avec, qui s'appelle SharePoint, dans une bibliothèque de documents. Quand vous êtes dans d'autres outils, c'est la même chose. Ça va dans SharePoint, que ça soit Planner, peu importe quel outil, ça va aller dans SharePoint. Donc, c'est un service de contenu, ce qui veut dire qu'il faut qu'il soit excellent et simple comme service de contenu. Bibliothèque de documents, listes et des pages pour pouvoir consommer de l'information qui se trouve dans les listes, dans les bibliothèques ou dans vos cerveaux puisque vous voulez partager de l'information. Les outils pour faire des automatisations, pour faire du dashboard, pour faire des formulaires, pour faire que ce soit qu'on faisait avant dans SharePoint, on va arrêter de les faire dans SharePoint pour maintenant utiliser les produits Microsoft qui s'attachent à SharePoint. Donc, au lieu d'utiliser des sandbox solutions, des custom solutions, on va utiliser le SharePoint Framework ou SPFX. Au lieu d'utiliser InfoPath pour faire des formulaires custom intégrés à une liste ou une bibliothèque de documents SharePoint, on va utiliser Power Apps. J'ai encore Microsoft Flow dans ma slide. Difficile à se défaire du nom. Power Automate, qui a été renommé en fait. Donc, et à l'intérieur, on fait des flows, mais c'est Power Automate vraiment le brand maintenant, qui va remplacer en fait les SharePoint Workflows. La différence, c'est que ça ne fonctionne pas exactement de la même façon.
Donc, il y a une certaine période de conversion qui peut prendre du temps. Ne vous attendez pas nécessairement à passer de classique à moderne en un week-end, parce qu'il y a un gros travail d'identifier tous vos sites, ce que vous avez, ce que ça fait. Et si vous voulez le passer en moderne complètement, il va falloir reconstruire vos workflows qui existaient en SharePoint en Power Automate ou en Microsoft Flow. Et ça se peut que ça soit même pas possible de la même méthode. Il va falloir revoir le business process, donc le processus d'affaires que vous avez, que vous essayez d'automatiser, puis voir si c'est possible de le faire ou d'une autre méthode avec le service de Power Automate, en fait. Donc, en fait, SharePoint classique à moderne, ce n'est pas tant SharePoint, parce que ce qu'il faut faire, c'est réduire ce qu'on faisait dans SharePoint, en fait, pour pouvoir passer à moderne. C'est d'enlever notre utilisation de InfoPath, de SharePoint Workflow, des Sandbox Solutions et commencer à utiliser les autres produits qui viennent avec. Ce que je vous recommande, c'est d'aller utiliser ou de voir le logbook. Je suis sûr que le User Group de Québec, Montréal l'a présenté plusieurs fois, alors je ne vais pas l'ouvrir, mais ce que j'adore, en fait, c'est que c'est un site web. Vous allez dessus, vous allez avoir des SharePoint qui ont de l'information en moderne, déjà faite, avec des scénarios déjà faits. Et vous pouvez en fait les installer directement dans votre tenant si vous avez les droits de tenant admin. Ce qui fait que lorsque vous devez présenter, parce qu'un des gros challenges, c'est d'expliquer aux équipes qui sont en classique que ça va être mieux en moderne. Ça, c'est mon plus gros challenge de la migration. En fait. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK. Serge, je ne sais pas si c'est pour le même point, mais j'ai deux petites questions pour toi, s'il te plaît. Vas-y. La première, c'est Francis qui nous pose la question. Question éventuelle, conseillez-vous une migration on-prem telle qu'elle, puis une refonte moderne, ou une migration on-prem vers du moderne directement? C'est une excellente question. En fait, je le couvre un peu plus tard, mais je vais l'attaquer tout de suite quand même. Parce que c'est une excellente question, puis il n'y a pas de la réponse. Ça va souvent être très, très, très différent. Ce que j'ai envie de dire, le rêve, la théorie, c'est de le faire en y allant. Donc, pendant que vous êtes on-prem, vous déplacez ou vous migrez vers Office 365 et en faisant la migration, vous faites un changement vers moderne. Ça, c'est l'idéal. Par contre, il y a plein d'enjeux côté, dépendamment de votre organisation, de la culture, quelle est votre audience? Est-ce qu'elle est habituée à des changements technologiques? Est-ce qu'elle est habituée à la technologie? Je pense à une usine à Longueuil avec plusieurs milliers de personnes qui travaillent sur le floor ingénierie, de passer de comment qu'ils travaillaient hier et d'un seul coup passer en moderne avec de nouvelles façons de travailler avec Teams pluggé, pas une bonne idée. Donc, ça va vraiment dépendre des circonstances et moi-même, j'aime pas me faire dire, ça dépend, hein, il va falloir qu'on voit avec ton scénario, mais malheureusement, c'est le cas. L'idéal, c'est d'être capable de le faire. Si on enlève le pansement, j'adore pouvoir enlever le pansement d'un coup. Maintenant, je vais vous parler de la réalité que je vois. C'est pas un product pitch, mais je pense que tout le monde est conscient que je travaille pour ShareGate, qui est parmi des outils qu'on a, c'est un outil de migration. Qui dit outil de migration dit que je vois énormément de choses se passer avec la télémétrie. Donc, quelles sont les actions en échelle de plusieurs milliers par mois? Quels sont ces milliers de tenants par mois? Qu'est-ce qu'ils font pendant les migrations? Et je vous dirais qu'en grande majorité, sinon près de 100%, c'est migration directe vers Office 365 avec manipulation. Certaines manipulations quand même. Donc, certains changements de structure, certains fusionner, défusionner. Donc, il y a une certaine migration vers Office 365 que je vois se passer systématiquement avec certaines manipulations, mais ce qu'on voit, c'est que plus tard, quelques semaines, parfois plusieurs mois, il y a une restructuration pour aller de classique à moderne et elle se fait par étapes. Elle se fait par département, elle se fait par division. C'est ce qu'on voit parce qu'il y a beaucoup d'éléments à switcher en bon français pour passer de classique à moderne. Ce n'est pas juste le look de SharePoint, c'est tout un ensemble de façons de travailler. C'est de passer de workflow à automate. C'est aussi de passer d'un site qui a des sous-sites à pas de sous-sites. Donc, je vais vous parler de tout ça, mais généralement, le monde idéal, et si vous êtes capable, enlevez le pansement, puis pendant que vous migrez, adoptez la façon de travailler moderne en général. Après, si vous êtes capable de juste adopter SharePoint moderne, faites-le.
Puis sinon, ça va être comme la plupart du monde qui est une migration directe vers Office 365 avec des manipulations et une restructuration qui vient en deuxième temps. Ça, c'est ce que je vois. Est-ce que ça répond à la question? Je peux pas voir les questions, désolé, parce que c'est pas comme ça que Teams fonctionne, mais Nicolas peut-être peut m'aider. Non, je pense que ça répond, puis tu vas y revenir après. Donc, Parfait. on va considérer que c'est répondu. Peut-être que Serge avait une autre question? Oui, j'ai vu une autre question intéressante. On nous demande hey, tu as dit plein de choses qui étaient plus disponibles maintenant. Fait que c'est quoi l'avantage d'aller vers le moderne si toutes les belles affaires qui étaient dans le classique ne sont pas disponibles? Question éternelle. En fait, c'est le débat constant dans les organisations. Et puis, si on parle avec Microsoft, ben, ça va être tout le temps, ben non, c'est vraiment meilleur dans moderne. Et puis, pour la plupart du temps, en fait, je vous le dirais, je pense quand même que l'expérience moderne est meilleure pour vos utilisateurs. Parce qu'un SharePoint classique très powerful qui n'est pas utilisé ou qui n'est pas bien utilisé versus un site SharePoint moderne qui ont généralement beaucoup plus d'adoption et d'utilisation. Ce n'est pas qu'il est moins puissant, puis je veux faire attention à ce que je dis également, puis je vais être en même temps transparent avec vous. C'est que oui, on perd certains trucs, mais la plupart du temps, les choses qu'on perd étaient ou peu ou pas utilisées. Donc, je parle du ruban. Peut-être que vous l'utilisiez, mais j'ai vu les stats d'utilisation, puis je peux vous dire que il y avait très peu de boutons utilisés dans le ruban, à part Create Column, Views, puis Library Settings. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passaient ici que pas grand monde utilisait. Et ensuite, tout ce qui fonctionnait dans Classic, donc les SharePoint Workflow, les formulaires InfoPath, ils vont quand même être migrés. Vous pouvez quand même les migrer puis avoir un ensemble du site en moderne. Donc, ce que je recommande généralement, c'est vos utilisateurs vont avoir une meilleure expérience avec SharePoint en mode moderne. J'ai rarement vu quelqu'un passer une expérience et penser que c'était une dégradation d'expérience parce que la création de pages, la création de contenu, ce qu'on peut faire avec les conditions, je connais seulement en anglais, conditional formatting, donc formater une liste conditionnelle à les valeurs dans la bibliothèque ou la liste. Ce que vous pouvez faire est beaucoup plus intéressant. C'est juste, ce n'est pas la même méthode qu'on utilisait avant pour la faire. Donc, le travail, il est de mapper à cette nouvelle façon de travailler. Mais aujourd'hui, je vous dirais qu'on a atteint un stade quand même où SharePoint moderne a eu son multilingue, il a eu son audience targeting, il a eu son publishing approvals, il a eu pas mal d'updates. Il y a Power Automate qui a fait, au début, avait moins d'expérience connectée avec SharePoint. Aujourd'hui, il est beaucoup plus. Donc, en fait, aujourd'hui, je vous dirais, en fait, vous allez avoir plus d'expérience et beaucoup plus de power dans l'expérience moderne. Le challenge, c'est la conversion. C'est le travail de prendre le workflow et possiblement le refaire dans Power Automate. J'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, on continue la question, puis on y reviendra dans quelques instants. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé la question pour vous aider aussi. On va y aller rapidement. Je ne sais pas si ça va ouvrir. C'est dans un autre navigateur que je cache, que je ne veux pas vous montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'URL, je vais l'amener là où vous le voyez. Je vais poser la petite question. Je vous donnerai l'URL quand vous allez avoir les slides, bien sûr. Mais quel est le one tip que, en tant qu'admin SharePoint, vous recommanderiez aux utilisateurs pour passer de classique à moderne? Et puis, il y a eu pas mal d'informations. Et souvent, ce qui revient, c'est accepter que les personnalisations qu'on avait faites, ben, elles seront peut-être pas nécessaires ou de les laisser passer, en fait. De les garder simples, de faire le mapping vers les forms, les flows, Power Apps. Bon, c'est un feed Twitter avec pas mal de personnes qui vous recommandent bien des trucs. Avec bien sûr quelqu'un de Microsoft qui dit de penser à Office 365 Groups. Je vous épargne les détails, je vous enverrai le lien pour pouvoir voir vraiment tous ces types, mais il y avait quand même de choses très intéressantes que je veux absolument que vous ayez la chance de lire. Le challenge, en fait, j'adore cette slide. Vous savez pourquoi? C'est Microsoft qui a fait cette slide. On pourrait croire que je suis en train d'essayer de vous montrer que ça peut être compliqué, Office 365,
La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans Microsoft 365, en fait, je devrais dire. Il y a énormément de choses qui existent. Donc, passer de classique SharePoint, qui est un serveur tout seul, qui a évolué peu ou pas depuis 2010, 2013, 2016, avec certaines fonctionnalités, fait un saut vers moderne. Donc, une expérience complètement refaite, des pages responsive, marchent sur les mobiles avec beaucoup plus de fonctionnalités côté expérience SharePoint aujourd'hui. Par contre, ça vient aussi ouvrir des portes. SharePoint est intégré avec Teams, est intégré avec plein de ces autres fonctionnalités. Les sites d'équipe vont venir avec des groupes Office 365. Je vais vous parler dans quelques instants, mais il y a beaucoup de produits. Et souvent, les questions qui pop, c'est quand est-ce que j'utilise quoi? La preuve, il y a eu plein de sessions ou de scénarios. J'ai des amis à Toronto qui nous avaient déjà partagé le quoi utiliser quand. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'utilise même plus ce scénario-là. J'ai essayé de traduire, en pratiquant ma présentation, j'ai essayé de traduire mon modèle en français, puis je pense pas qu'on a le scénario en français de we et us. Donc, nous et nous. Je vais essayer, on va regarder ce qui se passe. Mais généralement, on me demande la question, comment savoir quand on passe de classique à moderne, puis ensuite on expande vers les nouvelles façons que SharePoint nous aide à travailler? Quelle est la différence et quand est-ce qu'on utilise quoi? J'ai un triangle, puisque tout le monde a un triangle, et je sépare les choses en trois pour simplifier le tout. Généralement, on va travailler, je vais partir du bas, puis on a le travail qui est ce que moi j'appelle du me work, donc du travail pour moi. C'est-à-dire que je veux travailler avec mes fichiers, je veux travailler avec des chats one-to-one, donc un à un ou un à plusieurs personnes. Je veux faire un appel avec quelqu'un, je veux me faire des tâches pour revenir plus tard. Donc, le travail qui est plus individuel et je regroupe plusieurs applications qui m'aident à travailler pour moi. Donc, c'est sûr que le plus évident, ça va être OneDrive for Business. Ça va être une façon d'accéder à mes fichiers, mais même si mes fichiers sont sur des sites d'équipe, ça va être cette expérience-là. Donc, SharePoint va me donner une expérience, en fait, personnelle qui s'appelle OneDrive for Business pour le me stuff. Je vais épargner le reste. Ensuite, on a le we work ou le nous en tant qu'équipe, si je peux dire ça comme ça. Donc, nous en tant qu'équipe, nous en tant que projet, nous en tant que quelque chose qu'on a besoin de livrer ou sur lequel on travaille ensemble. Et ça, généralement, ça va être ce que SharePoint va nous donner qui est un team site, un site d'équipe, en fait. Et ensuite, on a le nous en tant que division, us, nous en tant que division, nous en tant que département, nous en tant que compagnie. Et là, on va avoir d'autres types de sites modernes qui vont nous aider là-dessus, qui va être les communication sites, hub sites ou home sites. Ça va être les trois modèles SharePoint qui vont nous aider à ce niveau-là. Donc, si vous vous demandez, OK, moi, je passe d'un modèle classique SharePoint. J'ai des sites avec des sous-sites, puis j'écris des pages. Comment est-ce que je m'organise dans cette nouvelle structure-là? Je vais vous montrer plein de trucs additionnels, mais à la base, ce que vous faites comme site, est-ce que c'est un site pour nous en tant que projet, nous en tant qu'équipe, nous en tant que travail qui doit livrer quelque chose, site d'équipe? Est-ce que c'est nous en tant que division, nous en tant que département, nous qui voulons partager de l'information, site de communication, on va parler de hub site puis on va parler de home site également. Et ça, c'est un peu comme ça que j'organise pour m'aider à structurer. Donc, on fait on essaie d'expliquer un petit peu en organisation qu'est-ce qui sert à quoi, me, we, us. Puis déjà là, ça aide à trier un petit peu à travers tous les outils qu'on a. Parce que le même outil, en fait, pardon, je reviens sur la slide, mais le même outil peut être utilisé de façon différente. Donc, Teams n'est pas juste un outil d'équipe. Donc, Teams, je peux l'utiliser pour faire du one-to-one chat, donc chatter avec une personne. Donc là, je n'ai pas créé un team pour collaborer, j'ai juste utilisé ça. Je peux faire un appel téléphonique, je peux faire un appel. Donc, c'est complètement différent dépendamment de comment est-ce qu'on va l'utiliser. Quand on passe de classique à moderne dans SharePoint, il y a quelque chose qui arrive qui est systématique, la confusion en fait avec la terminologie. C'est pas de votre faute. Ça m'a pris quand même un bon petit moment. Je suis allé voir quelqu'un chez Microsoft directement pour dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? »
SharePoint classique, SharePoint moderne, SharePoint Groups, Office 365 Groups, Teams, Teams Site. Les noms sont tellement proches l'un de l'autre que souvent, il y a beaucoup de confusion. On a appris c'est quoi un site classique. On a compris ce qui vient avec. On sait qu'on peut le passer en site moderne, mais ce n'est pas vrai vraiment parce que ce n'est pas le site qui est classique ou le site qui passe à moderne. Ce sont les éléments à l'intérieur. Et les éléments, ils vont vous dicter si vous pouvez les passer en moderne ou pas. Donc, une bibliothèque de base classique, vous pouvez switcher en moderne. Une bibliothèque qui a certaines fonctionnalités d'activer classique ne pourra pas switcher en moderne, tout simplement. On a compris cet élément-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne peut pas comparer ces choses-là. Quand on arrive à créer un site d'équipe, un team site, SharePoint, vu que ça devient le service de contenu pour les autres produits également, il y a un modèle qui change avec toute cette expérience-là. C'est que quand vous allez passer vos sites d'équipe de classique à moderne, il y a une deuxième option qui va venir, souvent appelée Groupify sur Internet. C'est d'attacher un groupe Office 365 au site d'équipe. Bon, avant que ça devienne un petit peu trop mélangeant, allons expliquer ce concept de base. Laissez faire la migration 2 secondes. Laissez faire, en fait, tout 2 secondes. Et parlons tout simplement de SharePoint. Dans un nouvel Office 365, on crée un site d'équipe SharePoint. Et automatiquement, non, vous n'avez pas le choix, non, vous n'avez pas le droit de veto, automatiquement, ça va créer dans Active Directory ce qu'on appelle un Office 365 Group ou un groupe Office 365. En fait, moi, j'aime ça appeler les groupes Office 365 la version V2 des groupes de sécurité dans Active Directory. Donc, si vous connaissez l'annuaire Active Directory, vous avez vos groupes de sécurité, vous mettez les utilisateurs là-dedans, puis ensuite, vous allez dans votre partage de fichiers et vous leur donnez accès. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer une nouvelle version de ces groupes de sécurité-là qui ont un identifiant de sécurité dans lequel on met des utilisateurs, mais il y a plus de fonctionnalités. Donc, c'est quoi ces nouvelles fonctionnalités? C'est qu'on est capable de séparer qui est le propriétaire du groupe, qui sont les membres du groupe, qui sont les gens de l'externe de ce groupe. C'est en fait une centralisation de la gestion de membres à travers tous les produits de Microsoft dans le cloud. Donc, quand vous faites un site d'équipe SharePoint, au lieu d'utiliser la gestion de sécurité ou d'utilisateurs plutôt dans le site de SharePoint, ça va aller dans Active Directory, dans l'annuaire, ça va créer un groupe de sécurité version 2.0 Office Group. En fait, on va le voir tout de suite, rapidement. Je sais que le temps, il coule rapide. Je crée un nouveau site. Team, en fait, regardez qu'est-ce qui est marqué ici, connecté à un groupe Office 365. Donc, on clique ici, on va l'appeler le groupe usager, c'est comme ça, je pense. On va cliquer sur Next. On va rajouter mon ami Brad et on va créer ce site d'équipe SharePoint. Mais en fait, ce que je fais n'est pas un site d'équipe SharePoint seul. Si je vais dans Azure, rapido presto, et qu'on rentre dans Active Directory, sous la gestion des groupes, on va voir sous la lettre G, qui va arriver très bientôt. Et voilà. Donc, mon site SharePoint a d'abord créé un groupe dans Active Directory du même nom, qui a rajouté des utilisateurs. Donc, je peux voir qui sont les propriétaires, Brad Pitt et moi-même. Et nous a donné ensuite accès au site SharePoint, mais également aux autres produits qui ont été créés de façon automatique. Donc, on peut voir ici, si on survole le nom, automatiquement qu'il y a des autres applications comme le calendrier dans Outlook, Planner, et il va y avoir Teams si je décide de le créer ici en bas à gauche. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que votre passage de classique à moderne, wow, un petit accent en plus, votre passage de classique à moderne, ce n'est pas juste SharePoint.
C'est qu'une fois dans SharePoint, ça va aussi vous proposer de le groupify, de le connecter à un groupe Office 365. Vous pouvez attendre avant de le faire. Vous pouvez encore créer des sites d'équipe sans connecter à un groupe. Mais bien sûr, Microsoft nous envoie dans cette direction-là. Et automatiquement, vu que SharePoint moderne est la source de contenu, le provider de content service, le service de contenu, pardon, des autres produits pour ce groupe de sécurité-là, ben, il crée automatiquement tous ces autres trucs. Bon, il y a certaines règles que si on a un groupe Outlook, si dans le groupe, ça vient avec une boîte aux lettres, il n'y aura pas Yammer. S'il y a Teams, il n'y aura pas Yammer. En fait, c'est essentiellement la règle. Donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est de penser à, si je passe de classique à moderne, il faut aussi que je pense en fait à la refonte de la structure. C'est pour ça que on voit ça souvent en deuxième temps. Les gens veulent migrer vers Office 365, amener leur contenu dans le cloud, éteindre les serveurs ou les mettre en lecture seule ou les mettre en archive pour pouvoir avoir tout dans le cloud, faire basculer le travail de tout le monde et ensuite repenser à la structure pour pouvoir adapter le moderne au grand complet. Donc, il n'y a pas de comparaison d'outils. C'est que SharePoint est vraiment pour SharePoint et les autres outils viennent se coller par-dessus pour aider. Donc, Teams vient se coller par-dessus SharePoint pour amener du chat, mais il n'y a pas de fichiers dans Teams. Ils sont dans SharePoint. Planner vient se coller sur SharePoint pour pouvoir attacher des documents à des tâches, mais il n'y a pas de documents dans Planner. C'est dans SharePoint, etc., etc. Ce qui est important, par contre, pendant votre migration, j'espère que ça va toujours. J'ai même acheté un bureau puis une table pour m'installer pour pouvoir faire cette présentation. Bon, pour pouvoir travailler de la maison également, mais surtout pour aujourd'hui. Il y a seulement 2 templates maintenant. Quand on était dans le classique, on avait plusieurs templates qui existaient. Donc, on avait le template Team, on avait les blank sites, le site vide, on avait les sites de meeting, on avait le site de X, Y, Z. C'est fini. Il y a juste 2 templates, point final. Et seulement les sites que vous avez créés dans le passé de type team, équipe, des sites d'équipe, c'est les seuls qui vont avoir un upgrade ou une mise à jour automatique possible en moderne. Donc, si vous avez fait d'autres templates pour créer vos sites, vous n'allez pas avoir une possibilité de faire un upgrade à moderne de façon simple, entre guillemets. Les sites de publication que vous avez faits n'ont pas de mapping vers les sites de communication. On sait que les sites de communication, c'est la nouvelle méthode moderne de faire les sites de publication comme on faisait jadis. Par contre, il n'y a pas de chemin pour faire la mise à jour. Donc, vous avez 2 templates maintenant. Et ensuite, par-dessus, on va rajouter des concepts de site design pour faire ce qu'on veut comme template, si on est vrai entre nous, mais on ne peut pas les appeler des templates. Donc, c'est vraiment un autre changement à voir. OK, dans l'inventaire de SharePoint, de tous les sites que vous avez dans le passé, lesquels utilisent le template STS3, lesquels utilisent le template STS0, lesquels utilisent quel, en fait, template. Et pendant votre migration, vous allez pouvoir les changer en fait en template groupe 0. Là, je rentre en détail technique, mais c'est un site d'équipe qui est connecté à un groupe Office 365. Donc, je résume, parce que je sais que je dis beaucoup de choses. Ça passe vite. On a classique, version de SharePoint avec certaines fonctionnalités, SharePoint seulement. Ensuite, on a moderne, nouveau SharePoint, nouvelle expérience, plus de fonctionnalités même aujourd'hui à la limite. Powered by, en bon Microsoft, avec Power Apps, avec Power Automate, avec Power BI, avec Teams, avec Planner, pour donner une meilleure expérience de collaboration, mais avec leurs propres outils à côté. Classique, moderne. Ensuite, on sait que maintenant, en moderne, on a juste 2 templates. Team Site ou site de communication. Vos sites d'équipe classiques, ils peuvent directement être switchés en site d'équipe moderne. Par contre, il n'y a pas cette fonctionnalité-là pour tous les autres templates. Il va falloir faire une migration, donc déplacer des trucs. Rapidement, il y a un concept de home site qui est un site de communication, mais pour l'intranet au grand global. Je saute, c'est pas le but du meeting, mais important pour vous expliquer quand même que ça ressemble à la nouvelle architecture qu'on va voir essentiellement.
Ce que vous allez voir, c'est un site home ou un home site qui est le porte d'entrée de votre Internet si vous le désirez, avec des liens et des navigations vers des sites ou ce qu'on appelle des hub sites, qui est en fait un upgrade d'un site de communication. Donc, on se rappelle, il y a deux sites, un site d'équipe ou des sites de communication. C'est tout, il n'y a pas d'autre template. Les hubs, c'est un upgrade qu'on donne aux sites de communication. Ça peut être fait sur des sites d'équipe, mais on ne fait pas ça. Donc, généralement, on upgrade un site de communication en hub, ce qui lui donne la possibilité de gérer un ensemble de sites. Par contre, la différence entre avant puis aujourd'hui, c'est qu'avant, c'était un site avec des sous-sites. Souvent, c'était la méthode qu'on a. Wow! Plus l'habitude de parler. Donc, c'était vraiment comme ça qu'on travaille souvent en classique. Aujourd'hui, ça va être un site ou une collection de sites toute seule, une autre collection de sites toute seule, une autre collection de sites toute seule et une autre collection de sites toute seule. Et en utilisant de la navigation et le concept de hub site, on va aligner ensemble ces sites-là pour créer un sentiment d'appartenance, que ce site d'équipe-là fasse partie de ça. Je donne un exemple à l'interne. À l'interne, moi, j'ai l'équipe produit. Donc, l'équipe produit a son hub site, qui est un site de communication. Ici, on veut communiquer la stratégie, on veut communiquer les roadmaps, on veut communiquer ce qu'on veut communiquer, en fait, nous, en tant que département. Vous vous rappelez, me, we, us. Donc, nous, en tant que département, on a besoin d'un site de communication. En fait, on va le mettre en mode hub parce que nous, en tant que département, on veut communiquer. Ensuite, chaque équipe dans le département de l'équipe produit se crée ses propres équipes. Équipe 1, équipe 2, ShareGate Desktop, ShareGate Applico, ShareGate Overcast, et tous l'équipe de design, l'équipe de user research, de recherche, et toutes ces équipes-là qui se créent leur propre site d'équipe, mais qui se linkent au site hub. Comme ça, il y a certaines expériences qui vont automatiquement d'un sens et automatiquement dans l'autre. La recherche du hub va automatiquement inclure tous les sites. La navigation va automatiquement apparaître sur tous les sites qui font partie du hub, etc., etc. Je vous épargne encore, c'est pas le but du meeting, de la présentation aujourd'hui, mais c'est tout simplement vous partager que quand vous passez à classique à moderne, c'est pas juste, il faut pas voir, en fait, mon seul truc que je vous donne aujourd'hui, c'est de ne pas voir la migration de classique à moderne comme un truc à SharePoint tout seul et une sorte de upgrade à l'expérience visuelle seulement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer quand même. Il faut restructurer la façon dont on a organisé notre architecture d'information. Tout ça ici, c'est ce que vous voyez, c'est des hub sites qui ont des hub sites qui, eux, ont des sites séparés, mais plus idéalement, plus de subsites pour gérer cet environnement-là. Quand est-ce qu'on fait des hubs pour des organisations, des locations, des fonctions, on en a parlé. Donc, ce que vous devriez savoir, quand même important, je ne pense pas que vous allez arriver à ces limites-là, maximum de 2000 hubs par tenant. Donc, on ne peut pas avoir plus que 2000 divisions, par exemple. Mais bon, je ne pense pas qu'on va atteindre ces limites-là. Il y en a qui peuvent atteindre, vous pouvez appeler Microsoft, mais généralement, on devrait être capable de rester sous ce chiffre-là. La navigation des sites hub. Donc, vu que c'est devenu, les hub sites sont essentiellement devenus le haut de votre site collection dans le classique. Et la navigation que vous faites dans le hub va apparaître sur tous les sites que vous alignez, que vous associez, en fait, avec votre hub. Si vous avez dans votre site auquel vous associez au hub site des pages qui restent en mode classique, la navigation ne va pas apparaître. Il y a zéro impact sur la gestion de permission, dans le sens où comme le hub ne gère pas la permission des sites. Les sites peuvent seulement être associés à un hub site. Manuellement modifier la navigation ne fait aucun security trim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est ma recommandation, vous faites évidemment ce que vous voulez, mais quand vous allez faire une navigation dans le site de hub, essayez de mettre des parenthèses ou quelque chose en identifiant à votre navigation si le lien dans votre navigation amène vers quelque part qui va être sécurisé et que tout le monde n'a pas accès. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'utiliser la navigation, cliquer puis arriver sur une page qui dit que vous n'avez pas accès. Donc, idéalement, vu que la navigation n'a pas de security trimming,
Qu'est-ce que ça veut dire, security trimming? C'est que SharePoint enlève automatiquement les éléments dont vous n'avez pas accès. Un peu comme le search, un peu comme Delve, un peu comme tout, en fait. Mais pas comme la navigation des hubs. Donc, à modifier. Il faut absolument être un Site Collection Admin pour pouvoir join vers un hub. Donc, un Site Owner dans le nouveau modèle de groupe, le groupe Owner, si on veut plutôt. Et on a besoin d'avoir au moins un accès en lecture au hub pour pouvoir s'y attacher. Ça fait beaucoup d'informations, puis en fait, je skip même des éléments à comprendre que quand vous passez de classique à moderne, il y a plein d'éléments qui viennent en jeu quand vous essayez de connecter un groupe Office 365. Pensez à la gestion des permissions, pensez à la gestion des sécurités, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que votre site, il était standalone, il était tout seul. Et dans votre site, vous avez fait un groupe site owner, propriétaire de site, membre du site, visiteur du site. Là, ce qui se passe, c'est que par-dessus tout ça, vous avez une notion de AD, de gestion de groupe de sécurité qui s'appelle un groupe Office 365. Et les propriétaires du groupe et les membres du groupe ont automatiquement accès au site au complet. Donc, il y a une gestion de sécurité à avoir. Si vous passez de sites avec des sous-sites qui héritaient et qui changeaient les permissions à droite à gauche, lorsque vous allez prendre un sous-site pour le transformer en site indépendant, site collection, une collection de sites, il va falloir s'assurer de maintenir toute la sécurité que vous aviez avant, après. C'est pour ça qu'il y a souvent pas mal d'enjeux lors de cette deuxième restructuration quand même. Ce qui va vous donner une possibilité de rapidement, là j'ai mis le lien qui a été fait par Suzanne Hanley, que je pense qu'il est même déjà venu présenter à Montréal, un gros document en collaboration avec Microsoft qui explique cette nouvelle architecture. L'URL est en bas. Je vous recommande fortement d'aller voir cette URL-là, puis il y a beaucoup d'informations là-dessus. Donc, en gros, de quoi ça va avoir l'air tout ça? Vous avez la navigation en haut, qui est la navigation globale avec le logo. Ensuite, la navigation de hub qui va apparaître sur tous les sites qui vont être attachés à un certain hub. Et finalement, la navigation de votre site d'équipe ou votre site de communication qui va être propre au site. Comme chez Microsoft, vous avez Microsoft, ensuite vous avez, je fais partie d'Xbox et ensuite je suis dans l'équipe de Games Development qui crée, peu importe, des produits, des jouets, des jeux, des jouets. J'ai pas beaucoup de temps. Je vais aller très rapidement parce que je vais passer à la migration. Il faudrait passer à la migration dans tout ça. Les site design, c'est vos nouveaux templates. Donc, tantôt, je vous ai dit que c'est fini les templates. Il y a juste 2 templates dans Moderne, dans SharePoint Moderne, qui est TeamSite puis qui est communication. Par contre, on a ce qu'on appelle des site design puis des site scripts, des scripts de site puis des designs de site, si je me permets une traduction, qui va pouvoir créer votre concept de template, en fait, si on est tout simplement honnête avec nous-mêmes, qui va pouvoir automatiser un certain template pour vos sites, mais ça reste que le template, si on reste le terme derrière comment les choses fonctionnent, ça va être TeamSite ou site de communication. Tout ça va s'appliquer. Ce qui est le fun, c'est que les site scripts vont créer des listes, des colonnes automatiquement pour vous. Les site design vont créer le bon thème pour vous. Et vous allez pouvoir même créer appliquer ça sur les sites existants. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont sorti quelque chose qui vous laisse pointer vers un site que vous avez déjà fait et ça va générer le script et le site design pour vous. Personnellement, surtout pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas développeur, j'adore parce que je ne suis pas capable de coder et de développer quelque chose pour automatiser des sortes de site design ou des templates, si on veut, pour mon organisation. Par contre, je peux créer le site, l'organiser et ensuite utiliser le script qui va aller chercher le site et le transformer en template ou site design pour pouvoir aller chercher ce que j'ai besoin. Toute l'information est ici. Je ne vais pas passer au travers, mais pour pouvoir y retourner plus tard. Donc, grosse étape de votre migration classique à moderne, c'est qu'il va falloir aller flat. Pendant très longtemps même, les sous-sites ne pouvaient pas être modernes. Ça vous donne un indice de où Microsoft veut aller. Maintenant, ça fonctionne parce qu'il y a eu trop de demandes. Mais les sous-sites, regarde, c'est pas la fin du monde. Il faut pas, ce que je vous parle surtout ici, c'est vous montrer vers où ça s'en va, puis quel est le chemin à prendre.
Mais il faut être réaliste, il faut comprendre notre organisation, puis ça ne va pas tout le temps s'appliquer pour tout le monde de la même façon. Donc, idéalement, ce qu'il faut comprendre, c'est tous les sous-sites que vous avez. Si vous êtes à l'aise que votre sous-site ne va jamais avoir son propre Teams, ne va jamais avoir son propre planner, ne va jamais avoir son propre groupe de sécurité attaché, et toutes les fonctionnalités que la direction de Microsoft est en train d'aller, si vous êtes à l'aise avec que vos sous-sites représentent ce qu'ils représentent, puis fine, pas de souci. C'est juste que la nouvelle structure fait en sorte qu'un sous-site n'est pas lié à un groupe Office 365, donc n'a pas son propre Teams, tout simplement. C'est pour ça qu'on veut éviter d'aller à des sous-sites. Donc, il va falloir repenser à l'architecture au complet de sites avec des sous-sites à juste des collections de sites et le concept de hub qui va logiquement faire le même symbole de site collection avec sous-site, mais sans physiquement le faire. C'est que dans le passé, on avait physiquement un site en dessous d'un site et maintenant, c'est juste une gestion d'organisation qui nous laisse les déplacer plus tard plus facilement. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est on était on-prem, on était très top-down, donc des sites avec des sous-sites. On était en mode classique avec Exchange, avec SharePoint. On contrôlait le déploiement de tout. Donc, on le faisait quand ça nous tentait, quand la documentation était prête, quand le training était fait, quand tout était beau, tout était ready. Et je m'en rappelle, on en a fait pas mal. On se disait, OK, on va faire un plan de 3 ans, on va faire cette migration-là. Aujourd'hui, on a migré vers online. Donc, ça, c'est l'étape que je vois comme la question précédente. Généralement, ce que je vois, c'est que tout le monde migre de cette façon-là. Donc, idéalement, on voudrait aller direct au Modern Workplace de Microsoft avec le self-service complètement à droite, avec cross-product. Donc, on est avec Teams et SharePoint et Planner. C'est décentralisé, démocratisé. Les gens peuvent créer leur site, mais c'est contrôlé avec une gouvernance un peu automatisée derrière. On est flat, il n'y a pas de sous-site. On utilise l'external sharing, on a nos règles de protection d'information, on a tout ce qu'il faut pour laisser les gens travailler avec tous les outils qu'ils peuvent et le contrôle derrière nécessaire pour notre organisation. Mais généralement, ce qui se passe, étape 1, on passe à online. Donc, tout simplement, c'est Microsoft qui paye pour notre serveur. On reste en mode top-down. On est encore en classique ou peut-être vous avez activé moderne juste pour SharePoint, mais pas moderne au grand sens du mot. Et il y a pas mal de choses. Et nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est la deuxième migration qui est la transformation, en fait, au moderne à 100% avec connecté à groupe en utilisant les sites de communication. Bon, migration. Serge et Nicolas qui sont sûrement en train de me dire, et j'espère qu'il finit bientôt, ce Ben. Ça arrive, je le promets. Profite de prends ton temps et puis okay, fais ça bien. De toute façon, je suis disponible après pour questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, parlons migration un petit peu, parce qu'on a parlé classique, on a parlé moderne. Ensuite, on a dit que moderne, c'était pas juste moderne, c'est le grand moderne. Il y a des groupes qui viennent se connecter à des team sites. Les templates sont pas essentiellement les mêmes. Les fonctionnalités peuvent faire en sorte que vous pouvez pas migrer, mais il y a des trucs qui vont... Comment vous allez faire cette migration-là, ce changement-là? Vous avez plusieurs options. Donc, high level, si on reste à haut niveau. Et puis, je tiens à dire que c'est important que je le dise. Je travaille pour une compagnie qui fait des outils. Donc, prenez ça comme vous voulez. Mon objectif, c'est de rester neutre et vous donner toutes les informations pertinentes et essentielles. Par contre, c'est important que je vous dise quand même que je peux avoir un bias, comme on dit. Donc, vous pouvez manuellement recréer les informations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, vous avez votre source, vous avez la destination, vous pouvez tout faire manuellement. C'est-à-dire, vous allez créer les sites à la destination qui match ce que vous avez à la source. Que ce soit la source, ici, quand je parle de restructuration, c'est ou lors de la migration de on-prem à online ou une fois que vous êtes online, deuxième étape, vous faites la restructuration. Donc, manuel, vous refaites tout, vous refaites le site, vous créez les colonnes, et puis ensuite, vous téléchargez les fichiers, vous les réuploadez. Définitivement, ce que je recommande le moins, c'est juste le temps et l'effort que ça prend. Ça dépend des organisations. Ça dépend de ce que vous avez, ça dépend d'où vous venez. Ça peut être faisable. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Ensuite, vous avez la possibilité de, au moins, si vous allez faire le tout manuellement, de combiner ça avec ce qu'on appelle natif avec SharePoint. C'est la possibilité de faire un content copy ou un content move. Donc, en utilisant les API de migration, Microsoft, ils ont fait aussi un outil qui permet aux gens de prendre des documents puis les copier à une nouvelle destination.
Par contre, la structure a besoin d'être existante. Donc, il faut un site, il faut une bibliothèque de documents. Et si les noms de colonnes ne matchent pas, puis de toute façon, toutes les colonnes ne sont pas supportées, mais ils vont essayer de garder le même metadata et la même date de création et la même date de modification à la destination. Donc, au moins, il y a ça. Et je vous dirais que la copie de contenu, que vous la fassiez avec l'outil de Microsoft, donc Copy Content directement natif à l'expérience, que vous pouvez aussi utiliser à travers Flow, Automate, ou en utilisant du custom code. Donc, si vous allez coder votre propre expérience en utilisant l'API, vous pouvez le faire également. J'aime bien copier le contenu parce qu'on ne garde rien du passé. Donc, c'est vraiment le nouveau template qui s'appelle GRP Group 0, qui utilise un Connected to Office 365. Vous partez vraiment à neuf. Et pour la plupart du temps, ça va être quand même assez robuste. Par contre, vous n'aurez pas... Il va falloir créer les listes, les bibliothèques, les colonnes, les vues, les pages, etc. Ça ne supporte pas tout. Essentiellement, c'est ce que j'essaie de dire. Si vous faites en mode migration, vous avez PowerShell en utilisant ce que Microsoft appelle le Import API, mais que tout le monde appelle le Migration API, qui laisse importer vers Office 365. Mais pendant que vous faites cet import, vous pouvez en même temps naviguer où est-ce que vous voulez envoyer quoi. Ils ont aussi fait l'acquisition d'un outil qui s'appelle Mover, qui va vous permettre de faire certains content upload de ce côté-là. Donc, en fait, je devrais appeler cette portion Microsoft. Vous pouvez développer quelque chose vous-même ou vous pouvez prendre des outils third-party, obviously, comme ShareGate, mais il y en a d'autres compétiteurs qui existent. Une fois que vous avez décidé comment est-ce que vous voulez faire cette méthode, il y a certaines choses que dans la migration, faites attention. On en a vu pas mal. En fait, n'hésitez pas à nous contacter, même au support. Ça nous fait plaisir de vous aider. On en a vu pas mal, puis parfois, c'est juste de donner des tips, des astuces. Ça nous fait plaisir, honnêtement. On veut tous essayer d'aller dans le cloud de toute façon. Le plus gros challenge de passer de classique à moderne, c'est vos pages. Les pages SharePoint ne convertissent pas. En fait, le tout... Repenser à la hiérarchie, la structure, passer de site et sous-site à flat avec des hub sites, ça se fait. Je veux dire, on se fait le projet, c'est long, il faut préparer, il faut s'assurer qu'on le fait comme il faut, mais le plus tough, c'est de parler avec les utilisateurs puis d'expliquer que les pages qui ont été faites en classique, donc les wikis, les wiki pages, les publishing, les pages de publication, celles-ci vont rester exactement comme elles étaient, mais elles vont jamais passer en moderne. Mais en plus, lorsque vous les copiez à la destination, donc, va faire en sorte que dès que quelqu'un clique sur la page, le site va retourner en mode classique. Donc, on peut perdre des éléments de navigation, on peut perdre certains aspects d'expérience que vous vouliez avoir. Donc, obviously, vous avez un choix qui est de réécrire la page en page moderne, une par une. Vous avez le choix de ne pas les migrer et vous avez le choix d'accepter le fait que vous allez être en mode classique lorsque les gens vont cliquer dans votre site. Donc, votre site à destination va rester en mode moderne, mais s'ils cliquent quelque part dans votre site et ils retombent sur une de ces pages-là qui a été migrée, le site va temporairement retourner en mode classique. Maintenant, pendant que je parle des pages, je vais vous parler d'un petit outil qui, regarde, ça marche comme ça marche. On va pas, je ne veux pas vous dire que ça va régler tous les problèmes que vous avez, puis la vie est belle. Ce que je veux vous dire, c'est que le plus proche de convertir, il y a un scanner qui existe pour la modernisation. Donc, il y a le SharePoint Migration Assessment Toolkit, mais après, il y a aussi un outil que le groupe je sais pas pourquoi j'ai un blanc, le Practice Patterns, PNP, pardon. Le groupe PNP, en fait, qui vous donne la possibilité aussi d'essayer de convertir les pages de classique à moderne. Mais il fait ce qu'il peut. Puis, il y a des chances que vous allez atteindre, vous l'avez sûrement déjà vécu si vous avez déjà fait des migrations, mais il y a du throttling. Donc, Microsoft, surtout ces temps-ci, limite le nombre de calls qu'on peut faire dans Office 365. Et lors de migration, lors d'outils comme ça, où on frappe beaucoup les API, pour essayer de un par un prendre le document, le lire et le réécrire en mode moderne, vous pouvez avoir des problèmes de performance. Donc, je vous conseille de regarder l'outil, regarder quels sont les sites qui sont disponibles de passer de classique à moderne, lesquels ils vont avoir des problématiques. Est-ce que vous êtes OK avec les problématiques?
Et ensuite, vous avez un autre outil de PNP qui vous laisse convertir les pages des classiques à modernes du mieux qu'elle peut. Mais lui, je vous conseille en fait d'y aller site par site ou tranquillement en fait pour pas justement locker le site au complet. Donc, les pages, le plus gros chunk, plus difficile, c'est que vous n'allez pas pouvoir vraiment convertir vos pages. Les sites de publication, vous n'allez pas pouvoir convertir quoi que ce soit. En plus, les sites de publication ne passent pas en site moderne. Ça n'existe pas. Donc, ce qui est le challenge, c'est que vos pages, elles sont linkées à un content type, un type de contenu qui s'appelle page, qui vient avec la feature activée de publication. Donc, vous ne pouvez pas juste prendre la page puis la copier dans un site de communication, parce que le content type n'existe pas. Donc, encore une fois, gros challenge d'essayer de convertir le contenu. Généralement, ce que je dis, c'est est-ce que vous êtes OK que ce site-là reste en classique ou est-ce que vous êtes OK qu'on copie les pages, que ça soit pas parfait, mais qu'elles restent en classique dans la destination et que le site, on continue à travailler dessus en mode moderne, puis avec le temps, on va pouvoir vider ou détruire les anciennes pages qu'on n'utilisera plus. Donc, d'y aller tranquillement, en fait. Vos templates que vous avez choisis dans le passé ont un gros impact. Si ce n'est pas un site d'équipe, vous ne passez pas en mode moderne facilement. Vous allez devoir avoir à utiliser du code, des outils, quelque chose pour restructurer, pour convertir, pour faire peu importe ce que vous avez besoin de faire. La fonctionnalité de publication n'existe pas en mode moderne. Comme je viens de l'expliquer, les types de contenu, tout ça ne suit pas, n'existe pas. Donc, le gros challenge, c'est les sites de publication. Il n'y a pas de solution facile. La seule solution, c'est de réécrire les pages ou essayer de convertir, ou d'essayer de recréer le type de contenu page là-bas, mais il n'y aura pas les page layouts. Donc, dans tous les cas, je vous conseille, encore une fois, bias de ShareGate, mais je vous conseille de regarder pour des outils qui peuvent au moins mapper la page à un autre type de page, genre wiki ou genre quelque chose d'autre pour essayer de garder le contenu, même s'il ne sera pas parfait, si c'est vraiment important pour vous de garder le site puis de le convertir en moderne. Les classiques web parts que vous avez mis sur les pages ne peuvent pas être mis sur une page moderne. Les modern web parts peuvent être mis sur les pages classiques, mais pas l'autre côté. Donc, si vous avez des conversions à faire, vous assurez qu'il y a un équivalent web part au côté moderne SharePoint. Dans le passé, c'était un challenge. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais je pense beaucoup à les web parts qu'on utilisait, qui est Content Search, Content Query. C'est maintenant le highlighted content qu'il va falloir aller voir. Très différent comme web part, mais va vers le même besoin, mais ne va pas nécessairement le faire de la même façon. Donc, il faut recréer certaines expériences de page. Je pense au site de département, de division, l'intranet. Généralement, juste oubliez-le puis refaites-le. Puis nous, ce qu'on fait, ce qu'on a suggéré puis ce qu'on a fait avec certains clients, c'est tout simplement d'avoir une section dans de nouveaux sites modernes qui s'appelle Archives ou qui s'appelle Anciens sites, qui aide les gens qui finalement ne trouvaient pas leur information dans le nouveau moderne de pouvoir passer rapidement à la version classique qui était l'ancienne qu'on n'a pas touchée. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on les met en lecture seule. Je transforme toujours la source en lecture seule parce que je veux pas qu'il y ait de behavior, d'habitude à continuer à travailler dans l'ancien. Si j'ai un équivalent moderne, c'est qu'on a fait le switch. Peut-être que pour une expérience, je donne encore accès de navigation à retourner à l'ancien, mais pas pour faire quoi que ce soit comme modification. Donc, lockdown mode. Content copy is better, but loss of metadata. Donc, effectivement, comme je le parlais, copier juste le contenu, c'est sûr que vous n'allez pas avoir de problème parce que vous ne copiez pas les sites, les métadonnées, les workflows, les infopaths, et tout ça. Mais c'est beaucoup plus long parce qu'il faut créer les sites, les listes, les bibliothèques vous-même. Attention, je l'ai vécu tout le temps. Home.aspx, c'est par défaut dans Moderne. Et souvent, dans nos sites classiques, on avait aussi un home.aspx, surtout dans les sites qu'on avait même migré de 2007. Donc, il va falloir, vous allez vous retrouver parfois dans un site moderne où vous avez fait une migration, puis la page d'accueil est en classique. Donc, il va falloir voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Créer une nouvelle page moderne, la setter comme la page par défaut, puis aller retourner détruire votre site home.aspx, en fait. Premier point, j'ai oublié de passer, infopath aussi. Si vous migrez des sites et des listes qui ont du custom infopath, ben, ça va fonctionner à destination, ça va fonctionner en moderne. Le site ne va pas crash, c'est ce que j'essaie de dire, mais ça va retourner en mode classique. Bien évidemment, parce qu'infopath n'existe plus depuis un moment.
Difficile aussi, il y a beaucoup de trucs. Hein? Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Allow Custom Scripting. On s'en souciait pas avant dans le passé dans SharePoint Online. On s'en soucie pas dans Classic On-Prem. Mais maintenant, tous les sites modernes et tous les sites dans Office 365 l'ont désactivé par défaut. Et quand ça s'est désactivé, vous ne pouvez pas faire votre migration pour la majorité des fonctionnalités. Exemple, on ne peut pas uploader un fichier qui va être le template d'un content type ou d'un type de contenu. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont en fait bloqués parce que ça a besoin de scripting, de script. Ce qu'il faut faire en fait quand vous faites vos migrations, c'est que si vous allez créer un site et ensuite migrer à l'intérieur, il faut que vous allez modifier le paramètre de Allow Custom Scripting pour le mettre à On, faites votre migration, puis ensuite le remettre à Off pour respecter en fait les normes de Microsoft. Deuxième, je pense que j'arrive à la dernière page, ne vous inquiétez pas, à décider de faire la copie contenu seulement ou structure. Qu'est-ce que je veux dire par copie de structure? Je parle de faire la copie des listes, des bibliothèques, de la structure à l'intérieur d'un site. Vous avez 3 choix de copie de migration. Vous pouvez faire une migration de contenu, vous pouvez faire une migration de structure et contenu, ou vous pouvez fusionner le site. Ça, c'est le plan Z. Prendre un site et le migrer, fusionner dans l'autre site, c'est le dernier plan possible. Utilisez ça en dernier recours seulement parce que ça amène trop de trucs qu'on ne veut pas. Essayez idéalement de faire une copie de structure. Peu importe ce que vous utilisez, l'outil de Microsoft, SharePoint Migration Tool va avoir certaines possibilités. Je n'ai pas encore exploré leur acquisition de Mover. Généralement, ce que j'ai vu, c'est surtout du lift and shift, mais peut-être qu'il l'a également, ou des third party, bien évidemment, où vous allez pouvoir prendre une liste SharePoint ou une bibliothèque de documents, ces structures-là, pour les amener et leurs métadonnées et les vues déjà créées et les workflows si vous en aviez et les formulaires InfoPath, même s'ils vont retourner en mode classique, pour la grande majorité, ça va avoir fonctionné puis passer en mode moderne à la destination dans la nouvelle structure qui est flat, qui est attachée à un groupe Office 365, qui est attaché à un hub, qui va vous permettre en fait d'adopter le vrai full moderne avec le temps en fait. Donc vraiment ici, structure va vous donner les bénéfices de copier le workflow, les métadonnées, les permissions en fait, parce que copier du contenu va vous donner beaucoup plus de difficultés côté permission parce que ça va vouloir hériter à la destination. Donc, par contre, il y a un plus haut risque quand vous faites une copie de structure de donner des artefacts comme des trucs pas supportés par moderne. Donc, dépendamment de ce que vous avez fait dans votre bibliothèque de documents classique, ça se peut que ça va les amener et donc votre site ne va pas pouvoir passer en moderne à la destination. Mais au moins, il sera sur bon template et il va pouvoir facilement avoir un upgrade après. Qu'est-ce que vous avez avec vos sous-sites? Tranquillement, on en a déjà parlé, fait que je vais le sauter, à moins qu'il y ait une question qui va pop. Ce que je ne vous recommande pas de copier, c'est ne copiez pas les bibliothèques de pages. En fait, laissez tomber les pages, à moins que vous les recréez ou que vous êtes satisfait avec la copie ou le petit converter qu'il y a de Microsoft et PNP de modernisation. Donc, bibliothèque de site page pour les sites d'équipe, les pages pour les sites de publication, Master Page Gallery où on a plein d'outils de Master Page, mais aussi là où on a mis nos display templates pour les content search et tout ce qui est recherche. Et laissez tomber tout ça. Ne migrez pas les éléments core à SharePoint, en fait, juste votre contenu et idéalement la structure dans laquelle votre contenu se trouve, mais les pages, c'est quelque chose qu'il va probablement falloir oublier. Je finalise, vous inquiétez pas. Planifiez en premier quelle est votre structure, l'architecture logique, en fait. Quel va être vos hubs, comment est-ce qu'ils vont être placés, quels sont les sites qui vont être attachés, comment est-ce qu'on va prendre ce qu'on a au passé puis les amener. À l'intérieur de chacun des sites qui font partie d'un hub site, quelle est la logique pour roll up le contenu? Quelle est la logique de site design? Comment est-ce que je vais m'assurer que chaque nouveau site va avoir certains content types par défaut, va avoir certaines listes et bibliothèques par défaut? Donc, toutes ces structures, comment est-ce que vous voulez utiliser les team news? Où est-ce qu'ils vont apparaître? Toutes ces notions-là. Gros question côté gestion de performance, de permission, pardon, et gouvernance. Parce que vous passez d'un site tout seul à un site qui fait partie d'un groupe qui a accès à plein d'autres trucs. Donc, si j'étais un site collection admin ou un site owner, je deviens group owner, mais j'ai des accès à Teams, j'ai des accès à Planner, est-ce que c'est ce que vous vouliez? Même chose si vous mettez, il y a une différence énorme entre un SharePoint external user ou un user externe
et un guest, je ne sais même pas comment on appelle ça en français, un invité. Très, très, très différent. L'un est membre du groupe de sécurité Office 65 et a donc accès à beaucoup plus que SharePoint et au SharePoint au complet. Et l'autre est un utilisateur externe avec lequel on a partagé du contenu SharePoint. Énorme différence. Et finalement, pensez à votre migration ou votre restructuration pour en fait exécuter le plan, mais il y a des bonnes chances que ça va prendre du temps, que ça va prendre des phases. Wow! Beaucoup d'informations. J'espère que ça a aidé. Je reste disponible de toute façon à aller chercher quelque chose, un scotch, je ne sais pas. On continue. Je reste disponible. Je suis aussi disponible après sur LinkedIn, sur Twitter. Puis je vais essayer d'être là plus souvent aussi au groupe usagers de Montréal, Québec, pour tout simplement pouvoir parler avec vous. Donc, encore une fois, merci beaucoup et merci de m'inviter. Très gentil. Merci beaucoup, Benjamin. Oui. Serge, vas-y, je t'en prie. Non, je te laisse aller. Je pense qu'on a répondu. Ben, je peux prendre 2 secondes. Il y a eu quelques questions qui ont été posées. Je vais te laisser faire le tour, Nicolas, voir s'il y a des questions qui n'ont pas tous été répondues. J'ai essayé de faire le tour un peu. Juste pour parler un peu de la plateforme, ben, dire un gros merci à Benjamin. La plateforme, on a eu des commentaires sur pourquoi on utilisait le live event au lieu d'une réunion Teams. Une des raisons aussi, c'est côté licensing, parce qu'on ne savait pas combien de personnes qu'on pouvait avoir et avec le nombre de licences, ben, tu as le droit à seulement 5 invités par licence. On ne savait pas à quoi s'attendre. Fait que, avec le nombre d'invités qu'on avait aujourd'hui, on aurait pu facilement faire une réunion Teams à la place de faire un live event. Ce sera quelque chose qu'on pourrait peut-être regarder la prochaine fois selon la quantité d'inscriptions. Mis à part ça, il y a eu plusieurs questions. Je pense, est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues? Je pense qu'il y en a 2, Nico, que tu avais mis de côté. Fait que je te laisse les prendre pour les poser ou les répondre live. En fait, Mario posait la question par rapport aux outils de migration, puis je crois que Benjamin y a pas mal répondu, donc ça c'est parfait. Je vais juste repartager cet écran-là, comme ça, vous devriez voir un bel écran apparaître pour la foire aux questions. Parmi les questions qui ont été posées, sinon je vois pas de... Je pense qu'on a à peu près... Ah oui, il y en a une qui concerne les workflows. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas cette réponse. Alors, peut-être que vous l'avez. Workflow SP 2010, l'action Replace Item Permissions, pour avoir du Role Level Security, comment reproduire avec du Power Automate. Bon, là, ça sort du contexte purement de SharePoint, mais peut-être que vous avez eu à traiter ce genre de demande, Benjamin, Serge? Ouais, je sais pas, est-ce que j'ai entendu quelqu'un d'autre? Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi. Non, c'est bon. En fait, j'ai déjà vu, je ne l'ai pas fait moi-même, donc j'invite à quand même valider, mais la solution, elle existe dans Power Automate, mais pas native, dans le sens où il faut aller invoquer quelque chose, un code que vous allez avoir quelque part d'autre, où vous êtes capable de l'avoir, en fait. Mais ce n'est pas une action Power Automate, changer permission, voici les permissions que je veux avoir. C'est une action, et malheureusement, je ne m'en rappelle pas exactement, mais la solution de mémoire, c'est qu'il faut aller avoir créé une solution externe en code et aller l'invoquer, en fait, pendant le processus du flow. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire parce que je n'ai pas exactement la bonne réponse, mais il n'y a pas de façon native une action modifier les permissions. De toute façon, Serge, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va. Je sais que c'est faisable aussi, là, mais de toute façon, les actions. Ce que je répondais à une autre question, alors pas de François cette fois, mais d'une autre personne par rapport au workflow. Pour la migration des workflows, vous avez vu que c'était très complexe pour Benjamin de vous expliquer tout ce qui était de migration de classique vers le moderne. Pour la migration des workflows, il n'y a pas de réponse simple non plus, dans la mesure où souvent, dans les environnements SharePoint, on s'appuyait sur une plateforme .NET et vous aviez des SharePoint qui étaient des workflows SharePoint. Vous aviez quelquefois des workflows qui étaient intégrés dans des solutions et qui s'appuyaient sur le framework .NET. Donc, même si dans la migration vers un SharePoint 2019 on-prem, les workflows sont encore supportés, ils sont dépréciés au bénéfice de plus en plus de Power Automate. Et le petit tips, pour l'avoir déjà fait, pour avoir déjà pratiqué là-dessus,
parce que je préparais un cours pour LinkedIn là-dessus. Prendre un workflow.NET, le migrer en Azure Functions et intégrer votre Azure Functions dans votre Power Automate, ça se fait relativement bien puisque Azure Functions, c'est vraiment un serverless qui va juste héberger du code .NET ou n'importe quel autre type de code d'ailleurs, mais votre code .NET peut être directement réutilisable. Et avec assez peu d'efforts, on arrive à faire des choses. Bon, ça dépend encore une fois de la complexité de votre workflow. Et puis c'est là toute la problématique quand il s'agit de parler des workflows, c'est qu'on peut parler de quelque chose de très simple comme quelque chose de très très compliqué. Et donc il n'y a pas de réponse très facile là-dessus, quoi. J'ai pas dit trop de bêtises? Non, je viens de faire une petite recherche rapide sur Google, puis il y a plein de solutions là, qui expliquent comment faire le changement de permission. Avec Power Automate. Là, puis on a une réponse aussi, un lien direct de Bamba qui a répondu. J'ai publié pour que ça puisse être disponible. Excellent. OK, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la migration? Profitez-en. C'est vraiment hyper appréciable, Ben, de t'avoir parmi nous. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis, ça nous fera hyper plaisir si tu... On verra ce qui se passera dans la suite. De toute façon, je vais être à la maison, donc. Ouais, c'est ça. Donc, ça nous fera plus que plaisir, c'est clair. Absolument. OK, merci beaucoup à tout le monde. Il est rendu déjà 19h39, alors merci d'avoir passé cette heure et demie passée avec nous. Encore merci à Benjamin pour la super présentation. Merci à Nico d'avoir tout organisé parce que j'étais pas mal dans le jus et comme les salles de Microsoft n'étaient pas disponibles et on ne peut plus se rencontrer en personne, c'est Nico qui a fait tous les efforts pour organiser la session live. Alors, merci beaucoup à Nicolas. Merci à vous d'être là. Et à la prochaine, on va vous tenir au courant sur le Meetup là, pour les prochains événements. Merci beaucoup. Merci encore. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.